peut la définir selon 3 axes globalement. La génétique, c'est-à-dire continuer à identifier les gènes, les nouveaux gènes à l'origine de l'hypercholestérolémie. On en a déjà identifié 3, la polypoprotéine B, le LDL récepteur, PCSK9, mais il y en a peut-être d'autres. Et également identifier les gènes qui en combinaison vont jouer sur l'hypercholestérolémie. Un deuxième axe qui est plutôt lié à l'environnement, c'est-à-dire comment des petites molécules vont pouvoir contribuer à l'hypercholestérolémie. Ça peut être des dérivés du cholestérol, comme les acides biliaires, ça peut être des dérivés du cholestérol au niveau de l'intestin, c'est-à-dire le coprostanol, c'est un stérol qui est modifié par les bactéries et donc qui rend le cholestérol non absorbable. Ça peut être d'autres petites molécules, comme des dérivés en fait des acides gras à chaîne courte, comme le propionate, qui est associé également à une baisse de cholestérolémie. Donc on voit qu'il y a plein de petites molécules qu'il faut identifier et qui nous donnent des pistes de main pour baisser la cholestérolémie à travers des approches probiotiques ou prébiotiques. Enfin, le troisième axe, c'est penser que chez ces patients hypercholestérolémiques, il y en a qui sont plus ou moins protégés. Et donc identifier chez ces gens qui sont protégés, enfin, ou qui développent plus tardivement, malgré leur risque, donc un accident cardiovasculaire, c'est identifier quels sont les mécanismes, quels sont les métabolites qui sont associés à cette protection et donc qui nous donneraient espoir de trouver de nouvelles pistes thérapeutiques. Il y a maintenant un réseau de plus de 20 centres de lipidologie français. Il a été mis en place un registre français national des hypercholestérolémies familiales. Ce registre maintenant compte presque 10 000 patients atteints d'hypercholestérolémie. Donc beaucoup de recherches cliniques est faite à partir des données de ce registre. Et ce qu'on voit, c'est que les patients français sont eux aussi traités très tardivement et avec une atteinte des objectifs qui n'est pas du tout satisfaite. Il y a vraiment un besoin d'augmenter l'efficacité du traitement. Une étude récente réalisée aux Pays-Bas a démontré l'importance d'un dépistage précoce de cette pathologie. 200 enfants ont été comparés à leurs parents atteints de la même pathologie. Après un suivi de 20 ans, ces enfants qui avaient été traités dès l'âge de 8 ans, 8 à 10 ans, n'ont pas eu d'accident cardiovasculaire. Parmi les parents de ces enfants, un quart avait déjà développé une maladie cardiovasculaire à l'âge de 40 ans, avec 7% de décès de cause cardiovasculaire à l'âge de 40 ans. Pour essayer de mieux démêler le risque cardiovasculaire au sein de cette vaste population, on peut se servir de l'imagerie cardiovasculaire, notamment non invasive. On a eu l'étude Colker, où on a essayé de rechercher la présence de micro-infarctus par une IRM cardiaque chez une population de patients atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote en prévention primaire, donc tout à fait asymptomatique, sans événement cardiovasculaire. Et on a retrouvé une accumulation pathologique de cholestérol au niveau du tissu myocardique. Ensuite, l'étude des FASH-CALC se propose d'évaluer la prévalence de calcification au sein de cette population. On a déjà retrouvé chez des jeunes patients entre 20 et 45 ans une prévalence de calcification qui s'élève à 40%. Une étude récente qu'on a réalisée en collaboration entre le registre national français et espagnol a eu l'objectif d'évaluer la valeur ajoutée d'un score calcique dans l'évaluation standard du risque cardiovasculaire chez un patient avec hypercholestérolémie familiale asymptomatique en prévention primaire. Il a été vu qu'après 3 ans de suivi, sur une survenue d'à peu près 80 événements cardiovasculaires, que les patients qui présentaient un score calcique élevé étaient beaucoup plus à risque de faire un événement cardiovasculaire comparé aux sujets qui ne présentaient pas de calcification. Et cela à parité d'âge, de sexe et de mutation. Cela nous a bien démontré comment l'imagerie non invasive peut, par exemple, nous aider à mieux stratifier le risque cardiovasculaire dans cette population.